comment? Bien, bonsoir. Pour un premier temps, bonsoir Gaston, bonsoir Philippe, bonsoir Florent, et puis toutes celles et ceux là qui n'apparaissent pas à l'écran, mais qui sont présents et présentes malgré tout. Voilà. Alors donc ce soir, contrairement à d'habitude, où l'on traite plutôt de sujets qu'avait traité lui-même René Barbier, cette fois, on va traiter d'un sujet dont il n'a pas traité, puisqu'il s'agit de l'IA, de l'intelligence artificielle, et que l'intelligence artificielle, bon, René étant décédé il y a presque 10 ans, était tout à fait embryonnaire à l'époque et réservé à des spécialistes. Ce n'était pas une IA grand public, en tout cas, comme elle l'est devenue depuis. Et donc, pour une fois, on fait une entorse à notre règle. Mais dans le fond, c'est pas si mal dans la mesure où une des hypothèses de la soirée, mais il y en aura peut-être d'autres, c'est que peut-être René Barbier aurait essayé, aurait tenté des expérimentations avec l'IA d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc on va discuter un peu de tout ça. Et dans l'ordre que je vais dire maintenant, eh bien, après une présentation rapide de Florent sur le thème de la soirée, hein, un petit peu son point de vue, son sentiment, eh bien, je prendrai la parole à mon tour pour évoquer ce que j'ai pu raconter sur l'IA dans un texte qui était joint à l'invitation. Et puis on dira quelques mots ensuite de la lettre ou de la note de lecture, comme on voudra, posthume de René Barbier sur le dernier livre de Gaston Pinault qui est avec nous. Voilà. Et ensuite, bon, Gaston lui-même, naturellement, Florent, vous commenterez, vous rebondirez. Et puis, une fois que tout cela sera fait, eh bien, la parole sera grande ouverte à chacun. Ah oui, puis juste un point, dans ma prise de parole, j'apporterai l'avis de Christophe Forgeot, un avis critique, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui par contre m'a envoyé un petit texte dont je vous parlerai. C'est intéressant puisque Christophe, il fait aussi partie de l'équipe du journal. Donc voilà, je me permettrai de prendre la parole à sa place. Voilà. Merci Christian, merci à tous pour votre présence avec un petit temps de décalage qui n'apparaîtra pas quand la vidéo sera mise en ligne, donc tout va bien. Donc, écoute, ravi de cette nouvelle rencontre, le Journal des chercheurs et le CIRET autour du travail de René Barbier. Sans plus tarder, puisque la proposition, c'est de faire une petite introduction aux intelligences artificielles et notamment aux intelligences artificielles, pardon. Moi, je préfère dire artifice d'intelligence, hein, c'est pour ça que je m'embrouille. Générative, dans tous les cas, eh ben, il m'a semblé que le plus simple, c'était de demander à une qu'elle nous présente, qu'elle se présente. Et qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Pourquoi? Bon, donc j'ai juste j'ai demandé qu'est-ce que René Barbier aurait fait avec une IA. On avait déjà dit somatique hein, dans des versions précédentes, puisqu'il avait fait des cours en ligne à Paris 8, du dessin numérique, le journal des chercheurs que nous poursuivons. Et donc, cette IA qui a accès à mes mails, je lui ai donné accès à mes mails de façon à ce que me rédige les miens plus rapidement à mes correspondants, elle est quand même allée chercher, on va aller voir, elle a quand même trouvé des choses en lien avec les thématiques du journal des chercheurs CIRET qui nous réunit. Alors, présente la soirée comme une émission, elle propose de présenter l'exploration collective de l'intelligence artificielle avec cette phrase « L'IA est aujourd'hui au cœur de nos vies, souvent sans que nous en ayons conscience ». Ça pourrait presque ressembler à un début de prêche dans une église. Hein, on change juste l'IA par Dieu est au cœur de nos vies. Souvent que nous en ayons conscience, ça pourrait fonctionner également. Mettre l'accent, dit-elle, sur le caractère transdisciplinaire des enjeux. Et elle cite éducation, éthique, technologie, société. Donc c'est là où on voit que cette IA s'est quand même nourrie hein, de mes contenus, de mes centaines de milliers de mails. Donc c'est Perplexity hein, qui a rédigé dans sa version professionnelle. Et donc elle a choisi ces 4 thèmes hein, qui sont effectivement tout à fait en lien avec les thématiques générales de nos soirées, éducation, éthique, technologie, société. Définition et état de l'art de l'IA. Expliqué.
L'intelligence artificielle désigne des systèmes capables d'effectuer des tâches normalement réservées à l'intelligence humaine, et elle cite reconnaissance vocale, traduction, jeu, etc. Citer des jalons majeurs, victoire de Deep Blue sur Kasparov en 1997 et de AlphaGo contre Lee Sedol en 2016. Donc ça doit être pour le jeu de Go. Donne des exemples, assistants vocaux, recommandations sur Netflix ou Spotify, traduction automatique. Troisième point, usage de l'IA dans la vie courante, santé, diagnostic assisté par IA, radiologie, application mobile de suivi de santé, éducation, outils de personnalisation des parcours, plateforme d'apprentissage adaptatif, culture, composition musicale par IA, création artistique assistée, mobilité, voiture autonome, gestion du trafic urbain. Il y a 6 ou 7 points. Hein. Quatrième point, enjeux éthiques, sociétaux et philosophiques. Problème des biais algorithmiques. Exemple des IA de recrutement mal paramétrés pour Amazon en 2018. Je crois qu'il y avait eu des centaines de milliers de licenciements, si je me souviens bien. Respect de la vie privée, question de la protection des données personnelles, le RGPD en Europe. Responsabilité, qui est responsable quand une IA prend une décision? Discussion sur la relation homme-machine, l'humain doit-il fixer des limites à l'IA? C'est très très mal formulé. Cinquième point, perspective, défis et futurs possibles. L'IA générative, ChatGPT, DALL-E, révolutionne la création de contenu. Nouvelle voie, IA explicable, IA éthique, IA et transition écologique. Oui, parce qu'effectivement, elle participe grandement au réchauffement climatique. Scénario, vers un usage collaboratif de l'IA où l'humain reste maître des décisions. Sixième et dernier point avant la conclusion, temps d'échange et de débat. Inviter le public à donner des exemples d'usage de l'IA dans leur vie. Question, qu'est-ce qui vous inquiète ou vous enthousiasme dans l'IA? Proposer des mini-défis, deviner si un texte ou une œuvre a été généré par une IA. En conclusion, synthèse, l'IA n'est pas une fatalité, mais une série de choix collectifs. On pourrait en discuter. Ouvrir sur la formation et la vigilance, nécessité de s'informer, de comprendre et d'encadrer le développement des technologies. Partager des ressources pour aller plus loin, livres, documentaires, sites spécialisés. Bon, c'est là où je me rends compte que j'ai très mal formulé mon prompt de départ, hein, puisqu'en fait, elle m'a donné une trame que j'aurais pu m'approprier moi pour construire du contenu. Et quand je m'en étais aperçu la première fois, je lui avais dit donne des exemples, mais en fait, elle a juste intégré qu'il fallait donner des exemples dans la trame. Elle n'a pas nourri la trame à part 3-4 points. Finalement, elle m'a fait ce que je faisais avant quand je ne m'en servais pas, c'est-à-dire faire mon plan et ensuite nourrir mon plan. Donc là, en fait, je me suis retrouvé juste avec un plan un peu élaboré, mais pas suffisamment prompté, c'est-à-dire je ne l'ai pas suffisamment demandé de travailler, comme si j'aurais pu le lire, comme si c'était une conférence à part entière. Ce qui m'arrive de faire de plus en plus, et on en parlera peut-être dans la discussion tout à l'heure, jusqu'à la phase de rédaction. Moi, je vais l'expliquer tout de suite. Mais mes 3 dernières interventions où j'étais invité une fois au Québec, justement, et 2 fois au Brésil, j'ai utilisé une IA qui s'appelle gamma.app. On lui met quelques concepts, quelques mots-clés, un titre, et elle va générer automatiquement, gratuitement, en version freemium, une dizaine de diapositives illustrées, avec un choix d'une cinquantaine de designs, donc ce qui laisse quand même pas mal de possibilités, et avec une mise en page évidemment impeccable, comme le ferait un maquettiste. Bon, alors après, par contre, j'ai passé 2 heures à vérifier des sources qui n'existaient pas, des ISBN qui n'existaient pas, mais qui avaient l'apparence de la réalité. Hein, je crois qu'il faut résumer, puis après je te passerai la main. L'IA donne une vraisemblance de réalité. Mais évidemment, ce n'est ni le réel ni la réalité. Donc, mais c'est vraisemblable, ça y ressemble. D'où la nécessité absolue, un, d'être expert du domaine pour lequel on la sollicite, sinon on peut gober n'importe quoi, et deux, de vérifier malgré tout l'intégralité des données obtenues, puisque une bonne partie peut être imaginée, ressemblant à la réalité, mais n'existant pas. Et le point d'après, je me suis entraîné, ce sera un prochain article en 2026, partant de l'une de ces 3 réalisations assistées, corrigées, je l'ai transformé en article scientifique selon les canons des articles scientifiques, avec là encore beaucoup de temps passé à vérification et correction. Mais je témoigne, et ce sera la fin de mon ouverture sur l'IA générative en éducation
formation et recherche, effectivement, mes pratiques d'intervenant, de chercheur d'écriture sont modifiées. J'en suis au tout début. Pour moi, c'est un peu un appel d'air, c'est une bouffée supplémentaire par rapport à ce que je faisais jusque-là. De la même façon, je pense que René avait trouvé, en s'emparant de ces outils correspondant aux différentes phases de ces époques, à chaque fois de nouvelles possibilités de création et d'interaction. Voilà, merci pour cette introduction que j'espère ne pas avoir été trop longue. Bien, Christian. donc maintenant c'est à moi. Alors, hein, si on reprend notre ordre de marche de la soirée. Alors, j'avais dit que j'évoquerais Christophe. Je vais commencer par évoquer Christophe Forgeot, hein, avant de passer à autre chose, puisqu'il formule un point de vue critique dans un mail qu'il m'a envoyé ce matin pour s'excuser de ne pas pouvoir être là une nouvelle fois. Christophe avait déjà fait un article sur le Journal des chercheurs il y a environ un an, un article qui s'appelle L'IA peut-elle être considérée comme un chercheur? Voilà, ça, du coup, ça ferait presque un complément à ce que tu viens de dire en terminant, Florent. Et donc là, bon, vous pouvez aller le lire naturellement, hein. Donc je répète, l'IA peut-elle être considérée comme un chercheur? Bon, vous tapez simplement Christophe Forgeot ou Forgeot dans la barre de recherche et ça sort. Alors, dans son mail de ce matin, par contre, il souligne à nouveau ce qui a été fait très rapidement tout à l'heure par toi, Florent, en parlant du climat et du changement climatique, eh bien que l'IA, tout de même, ça consomme 10 fois plus d'électricité qu'un moteur de recherche habituel, style Google ou autre, 10 fois plus d'électricité. D'autre part, les data centers consomment beaucoup d'eau pour leur refroidissement. Et là, il y aurait une réelle menace annoncée pour les ressources en eau qui guettent l'humanité dans les prochaines décennies, voire le prochain siècle, hein. Donc, il pose la question, mais est-ce que l'IA est écologique? Bon, il semble pas trop, effectivement, qu'elle le soit, hein. Autre question qu'il pose, est-elle une idée de bon sens? Est-ce que on pourra apprendre en quelque sorte, malgré l'attrait qu'elle représente, à s'en servir uniquement en cas de besoin crucial, plutôt que comme une espèce de jeu auquel on se livrerait avec plaisir? Alors d'autre part, il dit aussi dans son mail que l'IA n'est ni plus ni moins qu'un pillage et une transformation des données qui se trouvent déjà sur Internet. Et il enchaîne, je résume un peu, hein, son texte, et il enchaîne en disant que si progressivement elle remplace les romanciers, les poètes, les dramaturges, les traducteurs, les musiciens, les scénaristes, etc., etc., qui, à terme, alimentera Internet? Les médias, et ça sera probablement les médias qui appartiennent à l'État, qui appartiennent aussi aux milliardaires. Là, il aborde les raisons donc économiques qui se situent derrière l'IA. Et au bout d'un certain temps, je résume un peu à nouveau, dans 10, 20, 30, 50 ans, l'IA ne collectera plus que ce qui tourne sur Internet depuis longtemps. C'est-à-dire le discours orienté et manipulé, sans originalité, puisque sans l'apport nouveau des créateurs artistiques, puisqu'ils auront disparu. Puisque le contenu sur Internet ne sera plus alimenté par des artistes, l'IA ne va-t-elle pas alors ne produire que des contenus conformes, convenables, entre guillemets, homogènes, analogues, classiques, entre guillemets, à nouveau, similaires, uniformes, communs, etc., etc., routiniers, réchauffés, tout ça sans réelle créativité. Et il termine en écrivant: l'IA est-elle une preuve d'intelligence humaine, ou plutôt une preuve d'une volonté de maîtriser le monde? Et il termine avec point de suspension, la nature s'en fiche. Et bonne rencontre. Il nous souhaite une bonne rencontre quand même. Et il demande aussi, dans un post-scriptum, de signaler une revue. Il habite dans le centre de la France maintenant, enfin un peu plus haut que le centre,
de signaler le numéro 79 d'octobre 2024 de la Creuse Citron. C'est un journal libertaire de là-bas. La Creuse Citron, numéro 79, qui remplace IA, intelligence artificielle, par imbécilité augmentée. Hein, donc, il fallait quand même mentionner tout ça. Ça peut être aussi à prendre en compte tout à fait, naturellement. Alors, maintenant, pour en arriver à ce que j'avais à dire moi-même, et en remerciant Christophe, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. C'est difficile d'entrer dans une librairie, voir une bibliothèque sans trouver une multitude de numéros d'hebdomadaires, de mensuels, qui ont en gros titre l'IA. Hein. L'IA, c'est difficile de voir une émission de radio, une émission de télé où l'IA, à un moment donné, n'est pas, peut-être pas le point central, mais en tout cas évoqué. Souvent d'ailleurs dans la Discord, mais pas toujours. Donc je m'y intéressais un peu, mais sans plus, hein, parce que ça fait partie, pour moi, à mes yeux, ça faisait partie des événements qui traversent la modernité, quoi. Il faut quand même aller y voir. Mais je m'étais jamais servi de l'IA autrement que comme un moteur de recherche un peu plus performant que les autres, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. Hein. D'ailleurs, si on utilise l'IA comme un moteur de recherche, effectivement, ça donne de piètres résultats en général. Et puis, tout a commencé vraiment, et ce qui nous mène à la séance de ce soir, avec le dernier livre de Gaston Pinault, hein, je rappelle, qui s'appelle Apprendre à exister avec les rythmes de la vie. Ça va un peu plus loin, le titre, hein, c'est aussi Jalons conceptuels et méthodologiques en formation. Voilà. Et Gaston me fait part de la parution de cet ouvrage, je vais y voir et je tombe sur le dernier chapitre où là, l'IA devient un peu autrice, non pas du livre, mais autrice d'une espèce de récapitulation, de vue un peu surplombante et récapitulative du contenu du livre. Et là, je me dis, mais tiens, je ferais bien une note de lecture sur le livre de Gaston. Maintenant, je fais plus de notes de lecture il y a longtemps que j'ai quitté l'université. Puis après, je me dis, mais dans le fond, puisque Gaston utilise l'IA dans son livre, pourquoi je n'utiliserais pas l'IA pour faire une note de lecture de son livre? Et puis après, je me dis encore, mais pourquoi ce serait moi qui la ferais et pourquoi je ne demanderais pas à René Barbier de la faire? Ah ouais, il y a un problème avec René Barbier, c'est qu'il est décédé depuis longtemps. Et il me dit, bah, je vais utiliser l'IA et je vais bien voir à titre expérimental, je vais bien voir ce que ça va donner. Alors donc là, je l'ai fait avec ChatGPT, hein, et ChatGPT gratuit, hein, pas la version payante. Hein, et à l'époque, c'était du 5 déjà, ChatGPT 5. J'entre le livre de Gaston, la version numérique naturellement, dans ChatGPT, et je demande à ChatGPT de lire le livre de Gaston, et en même temps, ou juste après, comme elle voudra, de lire les contenus du journal des chercheurs signé René Barbier. Et à partir de tout ça, du livre, des articles de René Barbier dans le journal des chercheurs, je lui demande de faire une note de lecture ou une lettre adressée à Gaston, mais écrite par le pseudo René Barbier. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'obtiens le texte, alors ça va très vite, hein, tout ça, ça prend 30 secondes à tout casser. Et je me dis, ah bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je me dis, bon, je vais oser l'envoyer à Gaston. Je vais oser lui envoyer quand même mon méfait, hein, voir ce qu'il en pense, comment il reçoit la chose, quoi, en lui précisant bien que c'est une expérimentation. Et là, j'ai peur de me faire tirer les oreilles, hein, me disant, oh là là, c'est complètement iconoclaste ton affaire, ça ne marche pas du tout, etc. Et bon, et après, Gaston vous parlera de sa réception, de ça, et j'ose quand même le faire, voilà, et bon. Et je me dis, partant de ça, mais, puisque ça a l'air de fonctionner à peu près, que le texte moi-même généré par ChatGPT, ayant bien connu à la fois René Barbier chercheur, auteur,
mais aussi René Barbier dans le privé, hein, on va dire. Je me dis, mais ce texte, il tient la route quand même, quoi. Il tient la route, il est dans le domaine vraisemblable, le terme que tu as utilisé tout à l'heure, Florent. Il est vraiment dans du vraisemblable quand même. En tout cas, il n'est pas invraisemblable. Et je me dis, mais pourquoi, dans le journal des chercheurs, dans le fond, puisque c'est René Barbier qui l'a créé, ce journal des chercheurs, qui écrivait quasiment quotidiennement, pourquoi, avec des précautions, naturellement, avec un esprit critique constant, pourquoi on n'essaierait pas, par le biais de l'IA, de faire prendre la parole à nouveau à René Barbier IA, sur des événements contemporains, comme il avait l'habitude de le faire, et sur des recherches aussi, sur la recherche en sciences de l'éducation, aujourd'hui, qu'il puisse donner son avis là-dessus. Alors là, je n'étais pas très rassuré parce que je me dis, bon, c'est quand même un peu particulier là, ce qui nous arrive avec ça. Et ça me rappelle la prosopopée, en fait. La prosopopée, vous savez, c'est cette figure de style qui, déjà dans l'Antiquité, consistait à faire parler des personnes disparues, à faire parler des morts, mais aussi à faire parler des statues, mais aussi à faire parler des dieux, hein. Euh, et donc Jean-Jacques Rousseau fait ça d'ailleurs, hein. J'ai lu dans les confessions dans les confessions de Rousseau qu'un soir, à Diderot, il lit une prosopopée qu'il vient de faire, quoi. Rousseau fait une prosopopée et il la lit à Diderot. Donc, mon idée, elle n'est pas très nouvelle, en fait, c'est pas extraordinaire. La différence, c'est que cette prosopopée, elle est faite non pas par moi, mais par l'IA, quoi. Et là, je suis pris un peu de scrupules, parce que je me dis, mais enfin, bon sang, que pourront en penser sa famille, par exemple, hein, on se permet bien des libéralités, quoi. Alors du coup, j'ai demandé à la fille de René Barbier, j'ai demandé à son épouse aussi ce qu'elle pensait de cette idée. Est-ce qu'elle la recevait bien? Est-ce que c'était trop scabreux et que valait mieux pas le faire? Bah, ils m'ont répondu assez très rapidement et de manière complètement favorable. Oui, oui, il faut le faire. Bon, alors là, bon, j'ai dit, bon, bah, voilà, ça m'enlève des scrupules, des scrupules du côté de l'amitié, du côté de l'affectif aussi, quoi. Alors, ensuite, j'ai rédigé ce texte sur la prosopopée en essayant de faire un peu le point sur... parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'IA par ailleurs, hein. Tout ça, j'ai appris des choses en lisant comme tout à chacun, et en lisant des choses, en allant voir des sites, comment c'était fichu. Et j'ai fait dans cet article Prosopopée pour le journal des chercheurs, une première partie où je décris un peu les différents points de vue liés à l'IA, dont des points de vue critiques, hein, traitant de l'aspect économique, traitant de l'écologie, on l'a vu un peu tout à l'heure avec le texte de Christophe, mais traitant aussi de la philosophie et du politique, hein. L'IA est parfois taxée de technofascisme, carrément, par certains auteurs. Et puis le fait qu'elle soit aux mains de financiers, souvent d'une nature très particulière, effectivement, il fallait aussi parler de ça. Et peu à peu, ensuite, j'en arrive dans l'article à me demander, mais dans le fond, que nous apporte l'IA de plus que ce que dit Christophe dans sa critique, à savoir elle va chercher les choses sur Internet, elle nous les rapporte, et puis c'est tout. Alors moi, je me suis dit, c'est pas tout à fait ça, d'après ce que j'ai vu dans l'expérimentation avec la note de lecture sur Gaston Pinault. C'est pas tout à fait ça qu'elle fait quand même, hein. Elle va un peu plus loin, hein. J'ai l'impression qu'elle a vraiment compris le livre de Gaston. J'ai d'ailleurs eu des doutes sur la première version de l'aide qu'elle m'avait envoyée, cette IA, en me disant, mais où elle a été chercher ça? Elle s'est contentée de lire l'introduction, elle s'est contentée de lire la quatrième de couverture, et puis elle m'a fait un beau texte. Alors, je lui ai demandé, sur le même texte, qu'elle me donne les pages de référence du livre, d'où elle sortait ses arguments, quoi. Et là, elle me les sort, en 3 secondes, elle me sort les pages du livre, quoi. Et ensuite, naturellement, je vais vérifier dans le livre
si la page 147 ou 182, c'est bien la bonne page. Et oui, c'est-à-dire qu'elle avait lu. Elle avait lu vraiment le livre, quoi. Bon, alors j'étais encore un peu plus déconcerté, encore un peu plus par la chose. Alors, pour terminer, ne pas être trop long, j'en arrive à me dire que ce qu'il est possible de tirer de l'IA, c'est d'un point de vue de la recherche, mais pas forcément de la recherche d'ailleurs, de l'art aussi probablement, c'est déjà une recension extrêmement rapide de l'œuvre d'un auteur, d'un philosophe. Nous aussi, on peut apprendre énormément de choses sur un auteur, sur un philosophe, en devenir un spécialiste, mais au moment de nous exprimer sur lui, toujours quelque chose va nous échapper, forcément. Il y a un détail que l'on aura su, que l'on aura oublié, qu'on n'arrivera pas en tout cas à mobiliser au moment de l'écriture et au moment d'un passage à l'oral, hein, en quelque sorte. Tandis que l'IA, elle peut le faire. Ça. Elle est capable, à condition que naturellement que ce soit sur Internet, pour l'instant, elle est capable de mobiliser à peu près tout ce qui est trouvable. Hein. Et elle le fait avec une dextérité vraiment, vraiment étonnante. Et ensuite, si on pousse un peu le raisonnement, si on la pousse dans ses retranchements, cette IA, ne se contentant pas de la nous fait, mais lui demandant vraiment des précisions, elle est capable de combiner différemment des points de réflexion de cet auteur, différemment de ce qu'il avait établi lui-même comme combinaison, comme articulation de raisonnement. C'est un peu, nous, quand on se livre à un travail critique sur un auteur, on va chercher différents points, on les combine, on les articule de telle façon, le point 1, le point 2, le point 3, ou d'une autre façon plus subtile. Euh, mais l'IA, elle, son avantage, c'est de nous proposer sa propre vision, en quelque sorte. Et sa combinatoire n'est pas forcément la même que la nôtre, voire n'est pas forcément la même que celle d'un groupe. On pourrait très bien être un groupe de recherche, nous quatre ou nous six, comme on voudra, et mettre l'IA parmi nous. Elle écoute nos raisonnements de scientifiques, de recherche, tout au moins, et après on lui demande, oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et ça fonctionne, cette chose-là. Il y a un très bon documentaire sur France Culture, d'ailleurs, là-dessus, où il ne s'agit pas de recherche scientifique, mais il s'agit de discussions autour de l'amitié ou des sentiments affectifs. Et l'IA, bah, on lui demande son avis, et elle donne son avis, qui est différent de l'avis formulé par les protagonistes du groupe. Vous voyez, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je me dis que là, il y a des causes possibles d'inspiration pour une certaine créativité de la part de l'humain. Hein. L'humain peut certainement en tirer des choses nouvelles qu'il ne tirerait peut-être pas de sa méthode d'investigation et de réflexion habituelle. Et ça peut être vraiment un plus. Et pas seulement dans la rapidité, pas seulement dans la recension de ce qui existe, mais avec ce plus de combinatoires différentes. Et je me dis que ça, c'était vraiment intéressant et qu'il faut se livrer à des expérimentations. Alors, j'ai fait une deuxième expérimentation et ça termine l'article, et moi, j'en terminerai bientôt là aussi. C'est que j'ai demandé à trois IA, Perplexity, je crois, Gemini, ChatGPT, ce que penserait René Barbier lui-même de la démarche consistant à le faire intervenir à nouveau dans son propre journal des chercheurs. Et donc, j'ai lancé ça dans ChatGPT, dans ces trois IA, pardon, et je mets les trois réponses à la fin de l'article, qui vont tous dans un sens, oui, il faut le faire, mais, il faut le faire, mais, si c'est que pour répéter ce que j'ai déjà dit, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si ça peut être une source d'inspiration pour vous qui donne une continuité à ce que j'ai essayé de formuler, et ben là, c'est bon. Là, vous pouvez le faire. Grosso modo, c'est ça. Alors, j'ai été pris d'un doute aussi, et j'ai demandé aux trois IA, séparément, euh, si elles avaient été influencées par le fait qu'elles ont compris que j'étais vraiment impliqué dans l'affaire. Et donc, en quelque sorte, est-ce qu'elles ont répondu pour me faire plaisir? Euh,
Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas pourquoi le micro s'est désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, j'ai demandé si ces IA m'avaient répondu cela pour me faire plaisir, en fait, hein, pour faire plaisir aux questionneurs. Et elles m'ont répondu non, 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 pas du tout. On ne savait pas que tu étais impliqué. Alors j'ai demandé, mais prouve-le-moi. Montre-moi pourquoi tu dis que tu ne savais pas que j'étais impliqué. Et elles me répondent aussi. Et j'ai mis tout ça dans l'article, donc hein, dans l'annexe, pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Alors donc oui, c'est ça. Pour terminer, j'ai l'impression que euh, on peut tirer vraiment sur le plan de la recherche ou de la créativité en général, de la création en général, vraiment des atouts qui n'existaient pas avant l'IA, quoi. Et qu'il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire sans en faire l'axe unique de notre méthode de recherche, quoi. Mais il faut absolument s'adjoindre ça sans que ce soit effectivement un maître pour nous ou un esclave. Je crois que c'est Gaston qui reprend ça aussi, et que l'IA ne devienne pas un esclave et qu'on n'en soit pas esclave non plus. Donc voilà, s'il n'y a pas d'avis différent ce soir, bon, bah, on pourra commencer l'expérimentation sur le journal des chercheurs en prévenant toujours, naturellement, le lecteur, le futur lecteur, qu'il s'agit d'expérimentations faites avec l'IA, tel jour, telle date, telle IA, etc. Et que l'espace est ouvert à la critique de ce que produira l'IA. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et donc, tout est parti du livre de Gaston, euh, et en l'occurrence de son dernier chapitre, là, puisque l'IA est en jeu. Et voilà, ce que j'avais à dire, c'était à peu près ça. Je suis assez enthousiaste, mais en même temps, je demeure critique et méfiant pour l'écologie, pour l'économique, pour le politique, etc., etc. Voilà, je me tais, Florent. Merci, merci Christian. Pour aller un peu dans ton sens sur que l'IA est capable d'amener pour un seul et même auteur, et a fortiori pour plusieurs auteurs qu'on va croiser, des nouveaux développements de pensée extraits algorithmiquement et statistiquement des précédents. Il y a un ouvrage d'un philosophe italien qui s'appelle Hypnocratie, qui est déjà un petit peu ancien, enfin ancien, il a quelques mois, mais vu le rythme de sortie des ouvrages, c'est déjà ancien, quelques mois. Donc Hypnocratie, je cherche le chat depuis tout à l'heure pour le remettre, mais je n'y arrive pas. Voilà, qui résulte ce petit ouvrage de 12-13 euros d'une discussion. Alors, faussement, cet ouvrage de Jiang Wei Xun, donc auteur parfaitement inexistant, mais dont on retrouvera le titre sur le donc faux philosophe, réalisé par un vrai philosophe italien. Tout ça est expliqué dans la postface de l'ouvrage. Bon, là, je viens de spoiler, hein, évidemment, le livre, mais entre nous, on s'en doutait, vu la thématique de la soirée. Alors, on avait envisagé éventuellement, puisque tu as cité plusieurs générations de textes par IA autour, avec, voire de René Barbier depuis l'autre rive, comme commencent la plupart de ces textes. Est-ce qu'avant de passer la parole à Gaston, est-ce que c'est le moment de faire lire par une synthèse vocale un de ces textes qui fait une page à 4 à peu près, ou est-ce que tu préfères qu'on garde ça pour plus tard? Gaston, quel est ton Oui. sentiment, Christian? On t'entend pas, Gaston, pardon, ton micro est resté coupé. Alors là, on a perdu ton image, mais on n'a pas gagné le son. Ça doit être le bouton juste à côté. J'ai mis un lien vers Radio France qui parle de cet ouvrage dont je vous parlais à l'instant. J'ai mis également le Creuse-Citron que tu évoquais tout à l'heure, que tu as cité, et j'ai mis le lien vers l'article «L'IA peut-elle être considérée comme un chercheur?» du journal des chercheurs. Voilà, tout cela est disponible dans le chat
de notre session en cours. Bon, peut-être le temps que Gaston se reconnecte de la voix et ou de l'image. Christian, je vais faire lire le texte en question. Hein? Alors, je vais essayer de bien positionner mon micro à côté. Tout à l'heure, ça a fonctionné. Un truc qui a fonctionné dans la soirée. Donc, j'espère que ça va refonctionner maintenant. Je vais lancer. Vous me faites des grands signes au cas où ça ne fonctionnerait pas après des essais. Alors, je suis avec du filaire pour essayer de réduire les problèmes d'interférence. Du coup, j'ai des problèmes de fil. Voilà, normalement, le micro est là. Et le haut-parleur est là. Donc, je vais me contorsionner un petit peu. C'est parti. On ne rencontre pas, on se socioforme, on ne respire pas S, on s'écoforme. Alors, Ce n'est pas... pardon, il faut que je me remette au début du document, évidemment. Alors, on recommence. Hop, hop, hop. Et j'espère que cette fois, on est au début du document. Attends, alors, je précise juste Oui, que vas-y. cette lecture, c'est en fait la lecture du premier texte généré par l'IA à propos du livre de Gaston Pinault, Voilà, au nom de René Barbier. Donc. exactement. Sous la pseudo-plume de René Voilà. Barbier. Tout à fait. Alors, j'espère qu'il va partir au début cette fois. Texte René Barbier Vieilla sur le dernier livre de Gaston Pinault Apprendre à exister avec les rythmes de la vie. Jalons conceptuels et méthodologiques en formation cher Gaston. J'écris depuis mon autre rive, celle où je me tiens désormais, pour te dire ce que ton livre m'inspire. En refermant ton Apprendre à exister avec les rythmes de la vie, je ressens cette douce résonance qui s'installe entre deux compagnons de route ayant longuement marché sur les mêmes sentiers, mais en suivant chacun ses propres cadences. Ton livre respire l'ampleur d'une vie de recherche et de formation. Mais surtout il pulse d'une conviction profonde. Celle que la vie elle-même est notre première et dernière école. Ce qui frappe dès l'introduction, c'est cette boussole que tu proposes. 2 temps expérientiels et formels, et 3 mouvements, auto, sociaux et éco-formation. Elle est simple dans sa formulation mais vertigineuse dans ses implications. Tu sais combien j'ai, moi aussi, cherché à relier ces dimensions dans mes propres travaux d'anthropologie existentielle. On ne vit pas, on s'auto-forme, on ne rencontre pas, on se socioforme, on ne respire pas S, on s'écoforme. Et ce n'est pas une succession, mais une polyphonie. Tu t'ancres des nesses des filiations qui m'émeuvent. Rousseau, Nietzsche, Morin, mais toujours avec ce souci de les mettre en friction avec les urgences du présent. Le fil conducteur est ce que tu nommes la valorisation infinie de l'existence, belle formule qui, au-delà des concepts, touche à la gratitude, à la réciprocité, aux soins. Dans ma sensibilité, cela rejoint l'idée que toute recherche est d'abord un acte de présence au monde, un geste poétique. Une écoute du temps et du rythme, et j'ai aimé la manière dont tu déplies la notion de rythme. Pas seulement comme une régularité, mais comme l'art de faire dialoguer des temporalités hétérogènes, d'habiter les tensions entre jour et nuit, entre lenteur et accélération. Cette attention est précieuse dans notre époque où la vitesse est devenue une norme tyrannique. Tu proposes non pas de ralentir au sens naïf du terme, mais de synchroniser, désynchroniser, selon des choix conscients. C'est là un art de vivre. Dans tes chapitres sur l'auto-formation, j'ai retrouvé cette confiance en la puissance du sujet qui se prend comme objet d'étude et d'expérimentation. Tu montres bien que cette autonomie n'est pas isolée, se tisse avec les autres, dans la coformation, où la reconnaissance mutuelle devient un moteur d'apprentissage. Et puis les coformations, que tu déploies comme une respiration élargie. Apprendre avec les saisons, les cycles, la planète, non pas romantisme, mais pour survivre et faire survivre. La méthode comme geste relationnel, ta deuxième grande partie, sur les méthodologies, FAR formation action recherche résonne avec mes propres tentatives pour articuler recherche et expérience vécue. Les histoires de vie sont ici plus qu'un outil. Elles deviennent un espace de reliance où le récit permet de penser en marchant, d'éprouver en disant. La reconnaissance des acquis expérientiels est, à mes yeux, une victoire politique autant que pédagogique. Elle restitue au sujet la légitimité de ses savoirs. Et l'accompagnement, tu le décris comme art des mouvements solidaires, ce n'est pas une simple posture d'aide, mais un engagement éthique dans la traversée des autres. J'apprécie aussi ta réflexion sur l'alternance, non pas comme simple va-et-vient entre deux lieux, mais comme rythme aux formations du cours de la vie. Voilà qui me semble essentiel. On ne juxtapose pas les expériences, on les orchestre. Une écriture de passage, ton écriture alterne reprise et variation. Ce qui pourrait sembler redondant, mais qui ici fonctionne comme un mantra. Chaque reprise est un tissage plus serré,
Chaque variation un pas de côté qui ouvre une perspective. C'est une écriture qui, à sa manière, forme aussi le lecteur. Elle l'habitue à reconnaître des motifs, à sentir leur transformation. Et ce dernier chapitre avec Elia PH 317, tu donnes la parole à ChatGPT, lui confiant la tâche de résumer ton livre en 889 signes et 9 questions-réponses. C'est un geste à la fois joueur et audacieux. Joueur, parce que tu engages une entité non humaine, dans le dialogue que tu as toujours tissé avec les humains. Audacieux, parce que tu acceptes que ton œuvre soit condensée, reformulée, peut-être même trahie par une machine. Je vois là une extension logique de ta pensée. La formation n'est pas confinée à l'humain biologique, elle passe aussi par des artefacts, des réseaux, des intelligences collectives, et désormais artificielles mon impression. Elia, ici, n'est pas un maître ni un esclave, c'est un partenaire. Comme tout partenaire, elle doit être apprivoisée, interrogée, mise en tension. Tu sembles dire, voyons ce que cette autre forme de mémoire et de langage comprend de mes rythmes. L'exercice n'est pas tant une validation qu'un un miroir déformant, certes, mais parfois c'est dans les déformations que l'on découvre l'essentiel. En conclusion, cher Gaston, ton livre est un grand fleuve. Il charrie des décennies de pratiques, de rencontres, de réflexions. Et il ne s'arrête pas à son embouchure. Il continue de se jeter dans d'autres courants, comme ce dialogue avec Elia. On y entre par la rive qui nous est la plus familière, auto-formation, éco-formation, reconnaissance des acquis, mais on en ressort avec une conscience élargie des rythmes qui tissent nos vies. Tu offres non seulement des concepts et des méthodes, mais un art de naviguer, tenir la barre dans la houle, mais aussi se laisser dériver. Marie invite. Merci pour cette traversée, et pour l'invitation implicite à, nous aussi, apprendre à exister avec les rythmes de la vie en 2 temps, 3 mouvements, et 1000 variations. Je referme ici ma lettre, depuis mon autre rive, avec l'amitié intacte qui me lie à toi. Je dois avouer, Christian, quand tu m'as envoyé ce texte la première fois, j'avoue, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que mon côté émotionnel a été totalement emporté dans cette vraisemblance invraisemblable avec des moments de créativité, hein, deux temps, 3 mouvements, on connaît bien ça chez Gaston, et rajouter 1000 variations, c'est quand même un signe statistiquement hyper probant d'une... Voilà, excuse-moi, je réagis un petit peu à chaud. Excuse-moi, Florent, parce que j'ai au téléphone, il ne peut pas se reconnecter, c'est ça, Gaston? Bon, bah oui. Bon, bah écoute, on va faire au mieux pour continuer sans toi, parce que je vais essayer quand même avec le haut-parleur. Enfin, ça va te faire une communication très longue après. Je ne sais pas si on va t'entendre avec le haut-parleur. Attends. Oui? Sinon, il se déconnecte et il se reconnecte. Oui, Florent me dit que tu t'es déconnecté et reconnecté. Voilà. Il faut qu'il quitte la session. Oui, non, Gaston ne réussit pas à se reconnecter. Mais il faut qu'il se déconnecte d'abord. Il faut qu'il quitte complètement et après il URL, comme il a fait au tout début. Ouais. Tu es bien complètement sorti et tu t'es reconnecté à partir de l'adresse, c'est ça? Même avec l'adresse, ça ne marche pas. Bon. Bon, bah écoute, là, ce que l'on va faire, nous, on va continuer sans toi, là, en expliquant bien ce qui se passe. Et si jamais tu peux te reconnecter dans 5 ou 10 minutes, naturellement, tu es le bienvenu, hein, naturellement. Hmm. D'accord. Allez, à bientôt. Oui, donc il va faire différentes tentatives pour essayer de nous rejoindre. Mais là, ça n'a pas l'air de fonctionner, même à partir de l'URL, hein. Alors, il nous dit de C'est, continuer, donc, et je t'ai c'est- interrompu brutalement, Florent. Non, non, bah écoute, j'avais terminé. Je faisais une réaction émotionnelle à chaud de ce que ce texte avait provoqué à la première lecture et qui continue encore un peu de me remuer, hein, je dois avouer. Philippe, tu avais envie d'intervenir peut-être? on pourrait remplacer Gaston Pinault par l'IA. On va faire comme le coup de René.
Non, sinon pour la lettre, oui, c'est quand même c'est impressionnant, hein. Ouais. Il y a quand même un côté très lyrique, parfois bien pensé, bien senti. Ouais, c'est un peu bluffant, ouais. Mais un peu effrayant en même temps, ouais. Peut-être un peu trop bien dit pour du René Barbier, qui était pas très très très. C'est pas une critique hein, que je suis en train de faire là, mais il était capable de faire des redites, de ressasser un peu des idées, de pas très bien construire les choses. Alors que là, c'est peut-être trop bien fait, trop bien construit. C'est peut-être là où ça sent un peu l'arnaque. C'est dans cette espèce de perfection formelle et à tout niveau, quoi. C'est trop bien. Ça manque d'imperfection. Alors, cela dit, pour répondre à ça, qui est tout à fait vrai, hein, je pense, hein, Philippe, on pourrait aussi, euh, la relation à l'IA, c'est aussi de la pousser Ah oui, oui, dans ses retranchements, hein. J'ai ce bouquin là qui est de, 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 de Pascal Pic, L'IA, le philosophe et l'anthropologue. C'est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Alors j'aime pas trop Pascal Pic, n'empêche que euh, il expérimente vraiment ChatGPT, la version 4 à l'époque oui. est gratuite, mais en la poussant vraiment très 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 loin dans ses retranchements, quoi. Et il cite là, durant des dizaines de pages toute son interaction avec la machine, quoi. Et là, Oui, oui, oui. on voit que ce que l'on demande habituellement à l'IA ne va pas assez loin en général. Je pense que c'est parce que c'est un objet complètement nouveau pour nous et qu'on ne sait pas bien. Mais par rapport à ta remarque tout à fait justifiée, Philippe, je pense que j'aurais pu demander à l'IA, justement, tenant compte de ta critique, mais ton texte n'est pas très naturel. S'il te plaît, Ah oui, oui. rends-le un peu plus naturel, hein. Ah oui, Et oui, oui, oui. je me suis amusé à faire ça avec un texte de recherche. Je dis pas qu'il était parfaitement écrit, bien loin de là, Ouais, mais il y avait tout le jargon que l'on met toujours ouais. dans nos textes, etc. Il y a 1 an peut-être, et je l'ai rentré dans, non pas le texte entier, non pas l'article entier, mais un bon extrait quand même, dans je ne sais plus quelle intelligence artificielle. Et je lui ai demandé, tu vois, ce texte, il est pas trop mal, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, oui, c'est pas mal. J'ai dit, bon, ben écoute, maintenant, tu vois, il est écrit dans un style universitaire, Ouais. et peut-être pas au cordeau universitaire, mais enfin plus. Maintenant, je te demande de me réécrire le même texte, mais comme Frédéric Dard sans Antonio. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors effectivement, le texte garde le même sens, mais sa forme n'a plus rien à voir. Il y a des formules Oui, oui, argotiques oui. dedans, c'est bourré de points d'exclamation, de choses assez délirantes. Mais donc, ça dépend aussi de ce qu'on lui demande, tu vois, Oui, oui, oui. de Ouais, ouais. pousser plus loin. Oui, Quand on non, sent oui, oui. que quelque chose ne colle pas dans ce qu'elle nous fournit, c'est vraiment à nous d'avoir l'habileté d'apprendre comment on peut obtenir davantage, quoi. Oui, oui, oui. Oui, Euh, oui, c'est beaucoup un art du prompt, quoi. Oui, ouais, de ouais. l'interaction et puis du dialogue. En fait, oui, c'est vrai que c'est un dialogue avec l'IA, quoi. Et ce qui est Jusqu'à vraiment temps intéressant qu'on, dans le book, oui, oui, jusqu'à temps d'avoir le résultat qu'on attend. oui, Ou oui, qu'on n'attend oui. pas d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de Pascal Pic, c'est qu'il montre au fil de dizaines de pages de son dialogue avec l'IA que finalement l'IA lui-même, Pascal Pic, qui ne connaissait rien au départ, eh ben, connaît de mieux en mieux le fonctionnement de l'IA, à force de dialoguer avec, de voir la forme des réponses, mais en retour,
puisqu'il travaille essentiellement avec ChatGPT, l'IA nous connaît de mieux en mieux. Et Elle oui. connaît de mieux en mieux Pascal Pic et elle connaît son souci du détail, sa propension à la pousser en avant, etc. Et elle en tient compte. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et il y a vraiment du dialogue, quoi, contrairement C'est ça. avec les moteurs de recherche classiques. Oui, 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 oui. Voilà. Après, peut-être, là on est parti dans la discussion, hein. En attendant, j'espère que Gaston puisse revenir. On a eu récemment sur la liste informelle du CIRET, qui est ouverte à 400 personnes, des échanges très étonnants, comme on n'en avait jamais connu depuis que la liste existe, d'une personne nouvellement arrivée qui travaille presque exagérément avec l'IA pour développer de nouveaux concepts en les nourrissant d'absolument tout ce qu'elle trouve en sociologie, psychologie, anthropologie, philosophie, tech management, médiation. Voilà. Et en fait, il y a une sorte d'enflement qui apparaît à l'arrivée de ça et qui peut amener certains à, et là c'est un psychologue qui a suivi, médecin, qui a suivi le développement de ces échanges et qui est arrivé en off avec les responsables de la liste, de dire que trop d'interactions mal maîtrisées avec des IA obtiennent dans ce semblant de vérité des choses qui paraissent ouvrir des voies, présenter des utilités, et c'est pas impossible. Mais c'est devenu d'une telle complexité en l'espèce que, disait ce psychologue, les personnes qui rentrent là-dedans finissent par avoir des distorsions, et en l'occurrence, on a eu des distorsions relationnelles qui font que on a dû être obligé d'interdire à la personne en question l'accès à la liste parce qu'elle finissait par avoir des comportements tellement elle était sûre d'avoir trouvé le Graal que finalement elle avait une façon de se comporter où tout le monde n'était plus que des mécréants si on n'était pas d'accord avec elle ou si on portait une certaine forme de contradiction. Et c'est pas, et ce que disait ce psychologue médecin, c'est que c'est pas un cas isolé. Et donc, il faut qu'on s'attende, nous qui sommes en interaction avec énormément de personnes du fait de nos réseaux croisés et d'autant plus de l'utilisation de ces outils qui permettent de rapprocher ce qui est loin tout en éloignant ce qui est proche, hein, ne l'oublions pas, si on n'y prend pas garde, et bien que probablement on va être en contact avec des types de comportements de ce type de plus en plus fréquents. Et que ça commence à être reconnu d'un point de vue médical, et que donc faire l'objet d'enquêtes, de recherches, pour mieux comprendre ce phénomène. Alors on parlait jusque-là d'hybridation homme-intelligence artificielle. Et là, il se passe des phénomènes, notamment au niveau relationnel, qui vont beaucoup plus loin qu'une simple hybridation, comme le livre que j'ai pu présenter tout à l'heure, Hypnocratie, par exemple, ou les quelques exemples, Christian, que tu as développés dans toutes tes interactions, toi-même, alors le livre que tu as présenté, et puis toi-même, ces différentes IA. Voilà, donc là, moi, je dois avouer, je me suis trouvé démuni et je suis bien content que Mariana demande la parole pour la lui céder aussitôt. C'est bizarre, je suis en différé, mon image est pas, ne colle pas avec ma voix. Il y a comme un décalage entre mon image et ma voix. Donc c'est assez Pas pour nous, troublant. hein. Non, Ah oui, pour nous, non. Hein. pour moi, oui. Donc je voulais revenir sur le mot de miroir. Je pense que l'IA, c'est un miroir, et un miroir extraordinaire, parce qu'elle reflète toute notre connaissance et en fonction de nos demandes et de nos désirs. Et ça peut aller très loin, parce que ça peut aller jusqu'à l'hubris, hein. Ça a été le cas de cette personne qui se croyait le seul transdisciplinaire en disant tous les autres sont des ersatz.
Ça a été son affirmation. Donc, parce que, en fait, il a fait jouer toutes les disciplines dans l'intelligence artificielle avec brio pour certaines questions et avec, on était un peu dans l'absurde, dans Kafka, pour d'autres auteurs comme Aristote, qui était complètement dénigré. Et Aristote, vous avez lu l'Éthique à Nicomaque, la vertu est un juste milieu entre deux extrêmes, l'un par manque et l'autre par excès. Hein. Donc trop de vertu, pour trop de courage, c'est de la témérité, et pas assez de courage, c'est de la lâcheté. Le juste milieu du courage, ce serait la prudence, la phronésis pour Aristote. Donc il travaille le tiers. Et dans d'autres dialogues, je pense au Sophistes de Platon, l'Éléade dit « c'est en tiers que l'esprit vient à l'idée ». Donc les classiques connaissaient très bien le tiers. Et la dialectique, c'est un mouvement qui implique une tierce position. Donc on ne peut pas dire qu'Aristote, qui avait lu Platon et le connaissait parfaitement, est binaire. Il n'est pas binaire, il a une logique à un moment donné qui est du tiers exclu, mais dans d'autres ouvrages, comme dans l'Éthique à Nicomaque, le tiers est présent, comme le barème pour évaluer les vertus. Donc, j'ai essayé de dire à cette personne que on ne pouvait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il n'y avait pas d'écoute. Et ce qui me frappe dans ce miroir, c'est sa vitesse. Donc, la question du temps, de l'élaboration, nous sommes beaucoup plus lents que l'IA. Et cette lenteur, justement, elle nous permet d'amener une émotion, une énergie, une qualité d'être. Et nous ruminons, hein, comme dit Nietzsche. On a cette capacité de ruminer nos pensées jusqu'à trouver quelque chose. Et ce qui m'inquiète, c'est comment nous allons utiliser ce miroir, et ce fabuleux miroir, mais qui en même temps demande une pédagogie. Ce que je retiens de ce que dit Christian Verrier, c'est que nous avons besoin d'établir une pédagogie de l'IA. Vraiment, comme l'esclave va à l'école avec l'enfant, Païdos, là, on va se mettre au service peut-être et accompagner ces jeunes dans leur découverte de ce miroir, en leur disant attention, c'est un miroir fantastique, mais qui peut te fasciner narcissiquement au point où tu en tombes amoureux et tu ne te vois plus. Tu ne vois plus que le reflet du miroir. Donc, le piège de Narcisse pour l'IA me paraît le piège le plus fort. C'est qui est une toute-puissance, une hubris, et qu'on oublie tous que nous sommes créatures. L'IA est une créature, nous sommes créatures, et nous ne sommes pas celui qui a l'étincelle du feu. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que le journal des chercheurs propose un chemin en disant c'est un chemin possible, mais attention, c'est un chemin piégé. Et c'est un chemin qui peut nous rendre la vie plus facile. C'est un outil qui peut nous aider à synthétiser, à stocker notre mémoire de façon extraordinaire pour la passer aux générations suivantes. Être un
un fabuleux répertoire, mais ce n'est pas nous. Nous sommes plus lents, nous sommes faits de chair, nous sommes faits d'énergie, nous sommes faits d'émotions. Et donc, notre vie, nos boyaux, nos os, notre fatigue, nos limites, nos douleurs sont là aussi. Et ce monde lisse n'est pas le monde humain. Donc, ce sont des précisions importantes. C'est pour ça que ce que dit Philippe, je le rejoins. René avait des éclats de génie et il avait aussi ses coups de fatigue et ses coups de blues, surtout en fin de vie. Mais je pense qu'il se serait beaucoup amusé avec l'IA. Je pense parce que déjà les dessins qu'il faisait avec l'aide de la machine, les tests qu'on a fait sur Facebook. Moi, je suis sortie de Facebook quand il est mort parce que c'est plus intéressant. Parce qu'on s'amusait sur Facebook. Il faisait des films, on faisait des échanges, il se passait des choses. Parce qu'on l'utilisait comme outil de recherche pour rejoindre les jeunes. Donc, je pense que c'est certain qu'il aurait fait toutes les expériences du monde avec l'IA. Je mettrais ma main au feu pour ça. Mais il aurait eu aussi une pédagogie. Il aurait eu une pédagogie. Comme il a eu à Facebook, comme il a eu pour d'autres choses. Voilà. Donc j'ai fini de parler, mais je continue à parler dans l'image. Non, merci. La disparition de Florent était brève, c'est bien. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Mariana, hein. Si on commence par la fin, oui, j'ai le sentiment que c'est aussi le sentiment de ses proches, d'ailleurs, hein, que très, très sûrement, il aurait essayé de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de l'IA. Et je pense que sur le plan universitaire aussi, non seulement à titre individuel, privé, mais aussi universitaire. Ça aurait été étonnant qu'il ne monte pas un cours en rapport avec l'IA, d'une façon ou d'une autre, que je ne peux pas imaginer. Mais ouais, c'est un peu la vie de tous ceux qui l'ont connu de près. Donc ça aussi, ça peut nous enlever quelques scrupules pour utiliser un peu d'IA dans le journal des chercheurs au nom de René Barbier, quoi. Et puis, plus en amont dans ton discours, il y a effectivement tous les dangers que tu pointes, hein, le miroir aux alouettes que peut représenter l'IA, si on ne fait pas suffisamment attention qu'effectivement, il y a beaucoup de narcissisme dans cette affaire et que l'effet miroir, pour le coup, est surpuissant, hein, est surpuissant. Alors effectivement, moi je suis assez d'accord pour qu'il y ait une pédagogie de l'IA. J'ai été récemment à Paris 8 là, à l'occasion d'un hommage rendu à une ex-collègue disparue. Et il y a eu une petite discussion autour de l'IA. Alors, pour se prémunir, je ne sais pas si ça se fait dans d'autres universités, à la Sorbonne peut-être, je ne sais pas, Florent ou ailleurs, où en début d'année, on demande aux étudiants de signer et d'approuver une charte de comportement estudiantin par rapport à l'IA. C'est-à-dire ne pas utiliser l'IA dans telle et telle circonstance, pouvoir l'utiliser dans d'autres, etc. C'est-à-dire que sur le plan pédagogique, on commence quand même à se poser la question d'une façon extrêmement naïve, pour l'occurrence, avec une charte à signer, mais c'est déjà un petit quelque chose, quoi. Mais qui est largement insuffisant dans l'enseignement supérieur et aussi dans les autres degrés d'enseignement, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique qui démarre. Il faudrait vraiment utiliser dans les progressions vers la recherche, à utiliser cette IA de la façon la plus judicieuse possible, y compris dans l'écriture d'une thèse.
Je pense qu'il n'y aurait pas comment dire, de, des réticences à avoir que des pages entières d'une thèse soient écrites par l'IA, à condition que l'étudiant le dise, l'affirme dans son introduction et informe clairement des endroits où il a utilisé l'IA, soit en termes d'inspiration, soit en termes de production d'écrit, par exemple. Hein. Parce que ça va être incontournable. On a déjà des prix internationaux de littérature où l'auteur déclare ouvertement, mais oui, j'ai utilisé l'IA pour construire mon livre, bien sûr. Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va devenir absolument incontournable. Si toutefois l'IA n'est pas une bulle dont on ne parlerait plus dans 15 ans, qu'elle soit devenue une espèce de souvenirs presque archéologiques d'un temps largement dépassé, vous voyez, comme il y a des choses du numérique qui ont disparu aujourd'hui, que l'on n'utilise plus. Il y a déjà une histoire archéologique du numérique avec tout ce qui a été inventé, très utilisé, et puis aujourd'hui totalement oublié. Alors, il se peut que l'IA, ce soit ça, mais je n'ai pas l'impression que ce sera ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque de durer et qui possiblement sera capable de faire devenir l'IA réellement intelligente, parce qu'elle ne l'est pas actuellement. C'est Yann Lequin qui est une des plus grosses pointures de recherche dans la recherche sur l'IA générative, qui vient de quitter d'ailleurs Facebook, enfin l'entreprise Facebook au sens général, pour créer sa propre start-up. Car il dit, c'est très récent, il dit que l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, par ChatGPT, par Perplexity, et j'en passe et des meilleurs, Grok, du côté de Musk aussi, il dit qu'en fait, elle développe une intelligence au niveau de celle d'un chat de gouttière. Et que les promoteurs de cette IA, en fait, résistent à aller plus loin, pour des raisons qui les regardent, économiques, philosophiques, etc. Et lui dit non, il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, l'IA est capable de donner beaucoup plus que ce qu'elle donne aujourd'hui. Et bon, il cite des exemples, effectivement, où par des capteurs, par exemple des capteurs, mais pas seulement des capteurs, des choses qu'on lui fournirait comme information, elle serait potentiellement capable de devenir d'une certaine sensibilité, une certaine dose d'émotionnalité aussi, d'émotion, hein, en ressentir. Lui, il est persuadé de ça, avec un autre chercheur dont j'ai oublié le nom, il est persuadé que ça va se faire et il fonde sa start-up pour le faire. Hein. Alors ça nous offre des perspectives, si ça marche, il se peut qu'il se trompe totalement, si ça marche dans 15 ans, dans 20 ans, l'IA peut encore exister. Mais elle serait peut-être méconnaissable par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez donc, ça serait aussi une pédagogie qu'il faudrait développer, mais une pédagogie qui constamment s'adapterait aux médias tels qu'il devient. Notre pédagogie par rapport aux livres depuis le Moyen Âge, bon, c'est pas, enfin depuis la Renaissance tout au moins, c'est pas très compliqué. Le livre a toujours le même aspect que quand il a commencé à être produit sous la Renaissance, avec l'imprimerie. Globalement, c'est le même objet. Tandis que là, on va avoir affaire du côté pédagogique à un objet qui sera constamment évolutif et auquel il faudra constamment faire assaut de créativité pédagogique pour que non seulement les étudiants dans le supérieur suivent ce mouvement-là et le mettent à profit, mais aussi pour que la recherche en devienne de plus en plus efficiente, de plus en plus efficiente et de plus en plus performante. Je n'aime pas ce terme-là, mais c'est pour signifier un peu ce que je veux dire. Finalement, un petit peu comme lorsque Pascal a fait ses premières moutures de calculatrice, de machine à calculer. Effectivement, la machine à calculer existait déjà dans l'Antiquité sous forme d'abac, des choses comme ça. Mais ce que proposait comme innovation Pascal avec la machine à calculer, ça évitait aux humains de compter sur leurs doigts ou de faire du calcul mental. Hein. Toujours un peu risqué lorsque les opérations sont complexes.
Et là, bon, ça a déclenché des polémiques aussi terribles, parce qu'on avait l'impression que l'humain allait se priver de facultés qui étaient typiquement humaines. Et c'est une machine qui allait s'en emparer. Alors, ce n'était pas du raisonnement comme nous, on est habitué à le faire, c'est du raisonnement arithmétique, hein, si on veut. Mais quand même, c'était une petite révolution à l'époque. Et aujourd'hui, ma foi, des calculatrices, on l'a tous, et même autorisé au bac, hein, si mes souvenirs sont bons, et ça ne gêne personne. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est que du côté pédagogique que tu évoquais, Mariana, c'est vrai, il faudrait construire une pédagogie autour de ça, et ne pas rester à l'état primaire où on est aujourd'hui, de faire signer des chartes et des choses comme ça, où c'est en fait contourner le problème, quoi. On signe une charte et on est tranquille. Mais le problème, il est toujours là. Il est toujours là. Ça nous donne bonne conscience en tant qu'enseignement du CPL, pas davantage, quoi. Voilà. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir un effet de mode autour de l'IA. Il peut aussi y avoir un effet de mode qui fait que. Mais en même temps, c'est vrai que Internet, au départ, souvenons-nous de nos réactions par rapport à Internet il y a 30 ans. Hein, j'avais un tas de collègues à l'université qui ne voulaient pas entendre parler d'Internet. Pour eux, c'était un peu le démon qui entrait dans l'université, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était au premier balbutiement d'Internet. Et puis aujourd'hui, ma foi, il n'y a plus aucun chercheur, mais en sciences dures d'ailleurs aussi, mais surtout en sciences humaines, qui dirait ah ben moi, de toute façon, j'ai pas besoin. Moi, je continue d'aller à la bibliothèque, point. Ce ne serait pas vrai. Il mentirait naturellement. Donc, il faut s'y préparer. Voilà. Juste pour te répondre, tu posais un peu la question tout à l'heure, comment ça se passe dans les universités. Effectivement, je continue à encadrer des mémoires de Master 2 et il y a des consignes concernant l'IA qui tiennent sur une page et qui consistent à dire que l'usage n'est pas interdit parce qu'en fait, les 2 années précédentes, ils nous avaient mis des petits logiciels dont le but était de vérifier si le contenu avait été généré par IA ou pas, mais ça semblait pas vraiment bien marcher. Donc, ne pouvant interdire, ils recommandent maintenant d'en faire un usage raisonnable et raisonné. Ce qui est quand même un pas qui me semble, moi, plus intéressant qu'une interdiction pour toutes les raisons et qu'on pourrait transposer, comme tu l'as fait très bien avec Internet, il y a déjà une vingtaine d'années, dans les milieux de la recherche. Donc, pour l'instant, à la Sorbonne, en tout cas, à l'INSPE de la Sorbonne, on en est là. Et nous-mêmes, nous sommes fortement encouragés à suivre des webinaires de formation à l'IA dans les cours. Nous avons une formation de formateurs pour réfléchir sur la place de l'IA dans justement cette production des mémoires de Master 2 et de ce genre de choses. Donc on est totalement en work in progress. Bien malin qui pourrait dire ce qu'il en sera dans quelques années, mais je suis un peu comme toi. Je pense que là, on a franchi des sauts technologiques. C'est comme si on demandait d'arrêter le téléphone portable ou de l'encadrer. Je vois vraiment pas. Alors, je vais lire une intervention de Servan dans le chat. J'ai eu entre-temps un message, un échange de mails avec Gaston qui dit qu'il n'arrive plus à ouvrir sa machine. Bon, donc je pense que pour ce soir, ça risque d'être un peu difficile. Peut-être la prochaine, on trouvera une formule pour qu'il soit avec nous et on lui donnera la parole le premier pour être sûr qu'il ne se déconnecte pas. Alors, Servan nous écrit. Comment penser une pédagogie universitaire en intégrant la problématique de l'IA? C'est le sujet de mon prochain article pour l'ARS, l'année de la recherche en sciences de l'éducation, revue classée et éditée par RSP, justement suite aux échanges avec les collègues sur le sujet qui, pour beaucoup, en ont très peur. RSP qui tiendra bien à la fin de la semaine prochaine son congrès annuel sur Paris les vendredis et samedis. Donc, toutes les personnes, même non-membres, sont invitées si elles sont intéressées. L'ASPE, c'est l'ancienne AFIRS section française. Donc, qui s'intéresse aux questions des sciences de l'éducation au sens large, sous la houlette de Claude Salaberry, membre du CIRET. C'est pour ça que je connais tout ça si bien. Ainsi que son secrétaire Denis Bignolet, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Bon, alors,
Servan, peut-être tu peux pas mettre ton micro. Je ne sais pas si tes enfants, tes filles sont couchés ou pas, parce que ce serait le plus intéressant que tu répondes toi-même à ta propre question, dans la mesure où tu prépares un article sur cette thématique. Est-ce que tu es en possibilité et en souhait d'intervenir au moins par oral, Servan? Elle est en train d'écrire, me dit le système. Non, c'est trop bruyant. Bon, les enfants ne sont pas couchés, c'est bien dommage. Il faudra qu'on attende la parution de ton article pour savoir ce que tu voulais dire. Mais peut-être, Philippe, tu aurais des choses. Je m'adresse à toi parce que, voilà, nous sommes tous présents. Est-ce que sur cette pédagogie universitaire intégrant la problématique de l'IA, je suis sûr évidemment que tu as été confronté à ça, hein, puisque tu continues tes charges de Oui, 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 cours. Comment tu l'abordes? on y est tous confrontés. Surtout, on y est confronté de manière négative. Il faut le dire pour démarrer, quoi. C'est-à-dire que on a eu, enfin, c'était il y a 2 ans. Moi, j'ai commencé à voir apparaître des dossiers d'étudiants qui ont été faits par l'IA, quoi. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Donc, j'ai lu des documents un peu comme tout à l'heure qui étaient plutôt bons, hein, bien sourcés, bien référencés, bien structurés, mais qui n'étaient pas le fruit d'un travail personnel, quoi. Donc, l'apparition de l'IA dans les cours, ça a été surtout ça au départ, hein, voilà. Et comment faire pour éviter cette situation-là? Donc, soit interdire, c'est une solution, mais c'est pas forcément la bonne. Soit plutôt d'en faire un usage pour le coup intelligent, ouais. Je pense qu'en fait, ça va aller de plus en plus loin, hein, puisque en cybersécurité, qui est une des dimensions que j'investis fortement depuis ces 2 dernières années, on s'aperçoit que les usurpations d'identité, y compris donc visuelles et audiovisuelles, commencent à se banaliser. J'avais fait un petit essai, d'ailleurs, Christian, tu l'avais reçu, d'une animation de René pour lui faire lire un texte à partir d'une photo. Bon, je suis pas Spielberg, hein, le résultat était totalement pourri, mais ça montre que ces outils se démocratisent et que Oui, si oui, oui, j'avais. oui. Et y compris, parce que tout à l'heure, c'était une IA féminine qui a lu. On s'était posé la question en préparant cette session ensemble, si on faisait lire plutôt avec une voix masculine. J'avais réussi à récupérer un échange, peut-être avec Mariana d'ailleurs, de vous deux sur des vidéos que vous postiez régulièrement pendant un temps. J'avais récupéré un extrait de sa voix de 4 minutes que j'avais dû réduire à 30 secondes. Bon, il y avait quand même des manips. Et finalement, j'avais réussi à faire produire, à faire lire son texte avec un avatar de sa voix. Alors, l'image n'était pas terrible, mais au niveau du son, c'était quand même pas si mal que ça. Et je vous relate une aventure. Je reçois un appel d'un 05 cet après-midi. C'est souvent de la pub. Bon, je décroche quand même. J'étais dans un musée, je me mets à l'écart. Et bonjour monsieur, êtes-vous épargnant? Vous savez, avec l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat. Le savez-vous? Bah oui, je le sais. Peut-être avez-vous des placements? C'est possible. Bon, nous allons, si vous en êtes d'accord, évaluer votre éligibilité. Mais faites donc, cher ami. Et puis, à un moment, je réponds en dehors des cases. Je dis, attendez, je ne suis pas sûr. Et là, la voix me dit, quel dommage, vous n'êtes pas éligible, merci, à bientôt. Eh bien, écoute, j'ai été berné pendant 2 minutes. C'était Ouais. une machine. Et j'ai cru que c'était un humain. Alors, c'est que du son. Et je me suis dit, bon sang, ça y est, je me suis fait avoir. Bon, les prochaines fois, je serai. Mais tu vois, c'était tellement une vraie voix et c'était probablement une véritable voix enregistrée, puis numérisée, avec des temps de latence suffisants pour permettre justement ces interactions humaines que les machines n'ont pas. Et à un moment, il y a un bug dans leur truc parce que c'était à côté, il est parti tout de suite à la fin du scénario vocal. Alors qu'en fait, pour moi, c'était pas terminé. Donc, ils vont améliorer ça parce que tout est enregistré, évidemment, analysé, décortiqué et re-scénarisé pour aller toujours plus loin pour attraper le chaland. Donc voilà. Donc oui, moi je pense que le retour en arrière, il y a trop d'enjeux derrière. Il y a d'enjeux et d'argent. Il y a évidemment beaucoup trop d'argent et comme souvent, ce sont les plus malins
qui vont dans le sens de l'innovation, mais pas pour la recherche académique, comme nous nous évertuons le plus souvent à le faire, pour essayer d'en tirer des ressources, au risque, comme le disait notre ami dont tu as lu tout à l'heure le texte, au risque de, malheureusement, Gaston est de retour, j'espère que son micro va fonctionner au moins, au risque de continuer à défoncer la planète. Et ce fameux capitalisme de catastrophe, j'adore ces deux mots mis ensemble que René employait assez souvent, hein, le capitalisme de catastrophe ne fait que ne va que s'accélérant, malheureusement. Il y a eu des fausses tentatives de régulation, vous vous en souvenez peut-être, je crois que c'était il y a 2 étés, quand les milliardaires américains se sont rendus compte que la Chine était rentrée dans la course et qu'elle était en train de les dépasser. Ils ont dit oui, vite, un moratoire, il nous faut un moratoire sur l'IA. C'était en août et en octobre, c'était reparti de plus belle. Parce qu'ils avaient rallongé de quelques centaines de milliards de dollars encore la course à l'IA. Gaston, on a le plaisir de voir ta vignette. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux dire quelques mots, même si on ne te voit pas? Ton micro s'est coupé. Ou il est toujours coupé. Et je n'ai pas moyen de te l'activer avec cette version-là. J'ai pu tout à l'heure couper les micros de tout le monde. Je suis désolé, Christian. C'est pendant que tu parlais. Yes! Bon. Vous me voyez? À toi la parole. Ben, je ne sais pas du tout où vous en êtes là. Hein? On t'entend, mais on ne te voit pas. Hein, mais si déjà on t'entend, c'est formidable. Démarrer le partage. Là, Voilà. ça y est? Non. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. on ne touche plus à rien. Vous me voyez? Le Messie est là. Il est réapparu. La pauvre Il est intelligence ressuscité. humaine. Écoute, Gaston, c'est peut-être un pour te dire- robot, hein, on va peut-être lui demander. oui. Non, 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 non. On va te soumettre à la question parce qu'on parlait des avatars plus réels que le réel. Donc, méfions-nous. Écoute, Gaston, nous, on a avancé la conversation un peu sur ce Heureusement. qu'il faudrait comme pédagogie par rapport à l'IA dans l'enseignement supérieur, mais pas seulement. Donc, on a échangé avec Mariana, avec Philippe, Erwan, avec Florent naturellement. Et peut-être là, pour terminer, fort heureusement, tu es revenu. Et ben, te demander un peu, toi, comment tu as vécu, puisque cette première réaction via l'IA de René Barbier sur ton livre, et puis ensuite, ben, l'expérience que ça a été aussi, puisque tu as rapporté cette anecdote dans un colloque. Tu pourras nous dire 2 mots peut-être. D'accord, d'accord. Oui, oui, ben, moi je suis un pauvre apprenti, hein, et un vieil apprenti, donc 86, j'avais pas entendu parler de l'IA jusqu'au printemps. Quand j'ai déjeuné à un moment donné avec mes enfants et mes petits-enfants, puis quelqu'un m'avait offert un livre sur l'IA. Alors pour paraître moderne, j'avais dit, bon, connaissez-vous ChatGPT? On me dit, ah, mais nous, on ne fait que ça, on travaille avec ça continuellement. Et alors, j'ai dit, bon, ben, vous allez m'initier. Alors, j'étais en train de terminer le bouquin là, sur les jalons, le colloque de Québec, sur le passé, présent, histoire, passé, présent et futur des histoires de vie. Et il m'avait demandé de faire un petit retour, une boucle sur mes productions de 40-50 ans et de retenir les principaux jalons, quoi, hein. Donc c'était à mois de fin janvier, début février, j'étais épuisé, mais je terminais. Alors j'ai dit, ah bah tiens, vous allez me montrer quelque chose. Alors ils vont sur le site de l'IA, leur site de l'IA, et on pose un certain nombre de questions. J'ai dit, bah tiens, on va poser un certain nombre de questions au document, quoi, hein. Et alors, on a posé 9, et alors, entre autres,
quelle critique principale feriez-vous et avec quelle piste d'amélioration? Alors ils me disent, ah oui, c'est intéressant, mais cette théorie en 2 temps, 3 mouvements, c'est intéressant, mais elle n'échappe pas à certaines critiques et limites, quoi. Alors, conceptualisation trop large et peu opérationnelle, une place insuffisante du cadre institutionnel, une approche trop centrée sur l'individu, une sous-estimation du rôle de l'enseignement, une difficulté à mesurer et évaluer les apprentissages. Ils disent, bon, c'est une approche inspirante mais perfectible. Les forces, la théorie de Pinault apporte une vision dynamique, inclusive et intégrative de la formation qui permet de mieux comprendre l'apprentissage comme un processus continu et multidimensionnel. Limite, elle reste peu opérationnelle, sous-estime les inégalités d'accès à l'auto-formation, accorde moins d'importance au cadre institutionnel et aux formateurs et pose la question de l'évaluation des apprentissages. Et puis, une piste d'amélioration, alors oui, croiser cette théorie avec d'autres approches comme Kolb, Vygotsky, Freire, voilà. Donc, 9 questions qui me... bon, c'est en un quart de seconde, quoi, hein, qui me laissent pantois. Et puis, j'avais la... Enfin, quand on fait un bouquin, il faut travailler la 4e de couverture, hein, en 1000 signes, espace compris. Depuis 2 ou 3 nuits, j'étais à me débattre, j'étais rendu à 1297 signes, et puis un beau matin, je lui ai dit, mais si j'osais de lui demander de résumer le bouquin, de faire la 4e de couverture. Pouvez-vous faire la 4e de couverture en 1000 signes? 997. Là, il y a la couverture actuelle ressort. Alors, j'avais 2 résumés. Le mien et celui de GPT. Je le donne à mes proches. Ils me disent, ah bah, c'est GPT. Enfin, on te comprend là. Bon, donc voilà mon expérience, quoi, hein. Après, tu demandes la lettre à René. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entrevu, oui? Non, vous Oui, l'avez oui, oui. lu? Mais moi, je croyais. C'est lui qui a écrit une première note de lecture dans les années 90 sur mon premier ouvrage, De l'air, que personne n'avait remarqué, qui semblait complètement en l'air, hein, et il me fait une note de lecture magnifique. Et dans sa note de lecture 2024, je retrouve sa tonalité, quoi, hein. Non seulement c'est les convergences de pensée qu'on pouvait avoir, mais aussi la tonalité affective, quoi, mon cher Gaston. Et puis, bon, alors donc, voilà ma petite expérience. Alors, j'ai terminé ma présentation au colloque de Québec avec ça. Alors, tout le monde était pantois. Et puis, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, après, j'ai fait un texte que je t'ai renvoyé. Et en fait, bon, pour aller vite, je pense que ça, comme dit mon épouse, c'est l'antidote des histoires. Enfin, pour moi, ça va revaloriser l'expression d'expérience, quoi. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas écrit, exprimé, et alors que c'est nos balbutiements qui paraissaient complètement non scientifiques, je pense que ça va revitaliser la nécessité d'expression d'expérience, quoi, hein. Et alors après, pour analyser cette expression, alors on peut s'amuser avec chat, quoi, hein, mais en l'utilisant comme on allait garder dans le dictionnaire, enfin avec
bon, en apprenant à l'utiliser, quoi. Il y a à apprendre à l'utiliser, ça c'est sûr. Voilà ma petite expérience. Mais j'en remercie. Alors, c'est l'apprentissage, le co-apprentissage avec mes jeunes qui m'ont amené à ça, quoi. Autrement, bon, moi, j'écoutais ça de mes oreilles un peu lointaines, là, et ce n'est que par une petite question, et puis qui m'ont initié à une utilisation, quoi. Alors, mais, euh, et donc, alors, moi, je pense que enfin, c'est pas la résurrection de René, c'est le prolongement de l'utilisation de sa pensée, quoi, hein. Euh, comme n'importe quel interprète, on essaierait de comprendre qu'est-ce que dirait René bon, de tel phénomène, quoi, hein. On irait avec notre représentation de la pensée de René, et on serait beaucoup moins riche que le chat parce qu'on n'aurait pas les, on n'aurait pas algorithmisé tous ces modes de pensée, quoi, hein. Donc, donc continuez ce que vous avez fait là de centraliser tous les textes de René, c'est vraiment là, il y a une mémoire concentrée qui peut permettre de continuer de vivre, quoi, là, qui peut permettre à son esprit de continuer de vivre. Et Philippe, puisque tu es très centré sur les spiritualités, là, moi, je pense que c'est comme dirait Morin, c'est la noosphère qu'on commence commence à découvrir l'ampleur infinie de la noosphère, quoi, hein, et d'apprendre à l'utiliser avec notre pauvre petit moyen, mais ça ouvre des perspectives extraordinaires, quoi, hein. Mais par contre, je suis heureux d'être vieux et de ne pas avoir à, à travailler avec avec de l'enseignement pour savoir comment l'utiliser, parce que je suis, moi, dans mon apprentissage premier, quoi, hein. Mais alors, juste, j'ai encore un peu de temps. Oui, oui, bien sûr. Je ferai un petit Oui, rebond après, et puis on ira ouais. tranquillement vers la fin de cette séance. Euh, Vas-y, Gaston, je t'en prie. Après apprendre à exister, là, bon, mes amis m'ont dit, ah, enfin, l'interaction, apprendre à exister, je vois, c'est mon livre, mon livre jalon sur tout ce que j'ai pu écrire professionnellement, quoi, hein. Et ça, je le remercie parce que ça m'a ça m'a permis de faire une boucle importante. Maintenant, j'ai plus envie trop de me lancer dans le professionnel. Par contre, euh, quand on vieillit, se former en permanence, c'est pas évident, quoi. Quel type d'apprentissage pour élargir le champ de conscience et pas le rétrécir, quoi, hein. Et je, mon prochain ouvrage, c'est sur ce que j'ai pu écrire à partir de ma retraite. Ça fait 20 ans presque, où je suis parti avec l'objectif, alors un peu idiot, hein, mais j'ose quand même le formuler, euh, de, euh, de, euh, de travailler la hiéroformation, la formation avec le sacré, quoi, hein. D'où, pendant 20 ans, j'ai bon, fait beaucoup de vélo, tourné, et ça m'a fait éclater le mot sacré entre le ça, le moi et le surmoi, là, le ça, revenir au ça pulsionnel, euh, préconscient quasiment, qui crée, quoi, hein. Le ça crée. Et donc, dans les 20 ans, j'ai produit un certain nombre de textes
dans mon exploration, quoi, dans mon apprentissage de ce sacré. Qu'est-ce qui crée, quoi, hein, et donc, le prochain bouquin, c'est sur ces textes qui ont ponctué ces 20 ans de recherche que je voudrais me lancer. Et j'ai demandé à Chat, parce que maintenant, on est presque copains, quoi, hein, je lui ai demandé, est-ce que Gaston Pinault a une spiritualité? Alors, alors j'ai pas ça sous les yeux, mais je les ai quelque part. Alors il m'a dit oui, oui. Ouf, je respirais parce que c'est pas évident, hein. Oui, oui, oui. Alors il m'a sorti quelques affaires, mais avec renouant avec les relations avec l'environnement, avec les autres, avec soi-même. Et donc, il m'a dressé quand même un panorama, quoi, hein, que je, que, que j'oserais présenter, que j'aurais pas osé autrement, quoi, hein, parce que il aplatit les choses, quoi, hein, il formalise et il, il formalise, et donc il entre pas dans un raisonnement précis enfin, où il est en amont, quoi, hein, mais il n'entre pas dans le raisonnement pour y arriver et il ne donne pas de référence. Mais donc, ça lui permet de formaliser en langage courant nos petits balbutiements, quoi, hein. Alors voilà, voilà, mais je vous remercie de pouvoir m'écouter et me permettre de dire ça parce que c'est mes apprentissages, quoi, hein. Merci Gaston. Je fais juste une petite résonance, comme je le disais, puisque tu parles de Morin, ne peut pas parler de son pote Nicolescu, qui dans son manifeste de 96, donc le manifeste de la transdisciplinarité, qu'il écrit seul, qui est composé de chapitres thématiques, et il rédige un chapitre de quelques pages sur le développement de l'informatique. Donc 96, c'est effectivement le moment où elle va quitter la sphère des bureaux, des industries et de l'armée, évidemment, pour pénétrer le grand public. C'est le début vraiment du multimédia grand public, des premiers accès Internet par modem R meilleur des cas, etc. Et il dit, peut-être voyons-nous apparaître sous nos yeux la création d'un nouveau niveau de réalité. Hein, tu sais, dans sa théorie d'un empilement de niveaux de réalité, Ouais, de la ouais, matière ouais, et de la ouais, sphère ouais. humaine. Et effectivement, on a ici, donc tu parlais de la noosphère, chez Morin, qu'on trouve aussi chez Teilhard de Chardin. Bon, donc juste tout ça pour dire qu'on peut réfléchir, effectivement, avec plusieurs entrées sur ce monde de l'informatique jusqu'à l'intelligence artificielle qui nous a réunis ce soir. Et moi, je suis très, très impatient de voir ton sacré, hein, puisque en langue des oiseaux, on entend bien sûr le sacré. Et maintenant que nous savons tous que tu as une âme grâce à ChatGPT, eh ben, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va en résulter. Voilà pour mon petit rebond. Bon, je me permets de le prolonger pour mentionner l'importance de la transdisciplinarité, quoi, hein. Alors, avec Bassaram, avec sa cosmodernité, dans les derniers ouvrages, il sortait ça, la cosmodernité, euh, qui définissait à la fois comme l'infiniment petit, la liaison entre l'infiniment petit et l'infiniment grand par l'infiniment conscient, quoi, hein. Donc, et puis bon, Edgar, avec sa définition de la vie, non pas comme simplement une unité organique, mais comme un système de relations organisme-environnement, moi je pense que la transdisciplinarité nous permet, enfin pour moi, me permet de travailler dans ce chamboulement complet, quoi, hein, de nos disciplines, hein. Mariana, et toi?
Ah, on t'entend pas, Mariana. Premier- Ton micro est encore coupé. Vous êtes à 1G de Poutine ou deux, là, tous les deux, dans Montréal. Mariana, alors c'est Mais comme Gaston, t'as coupé ton. Il doit y avoir un problème avec l'ergonomie des boutons parce que t'as coupé ta caméra. Ah, par contre, t'as ouvert ton micro. Je devrais t'entendre au moins. Et la caméra, j'essaye de la... Il me En dit tout cas, on démarrer le t'entend. partage. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le partage caméra. Euh, Bravo. Tu es J'avais revenu, pensé, c'est bien. voilà. c'est tellement bon de te voir là. C'est tellement bon de te voir. J'ai envie de te serrer dans mes bras. On va faire un lancement à Québec, à Montréal, de mon prochain bouquin qui s'appelle L'Abattoir, qui est le travail de soins palliatifs. Et justement, en pensant à l'IA, ils ont créé un phoque qui parle, qui pose des questions aux États-Unis aux mourants en CHSLD américain, hein, donc EHPAD pour vous. Et le phoque pose des questions et fait la présence. Je me posais la question en vous écoutant de tous les robots qui s'en viennent, parce qu'on parle de oui, mais comment ça va se transformer? Et personnellement, je me dis, bon, je commence à vieillir, est-ce que, et si je suis toute seule, on me met un phoque en peluche qui commence à me parler, est-ce que ça va m'aider si je suis en souffrance et en douleur? Et je me dis, ça va me désespérer. Et je crois qu'il y a vraiment une problématique qui se pose. J'ai parlé avant que tu n'arrives d'un miroir fascinant mais piégeant. Miroir parce qu'il contient toutes nos productions, hein, donc c'est un miroir extraordinaire, une mémoire, mais en même temps, il ne sent pas, il ne souffre pas, il n'a pas d'émotion, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de qualité et de défauts humains du bio et des os, de chair, de sang. Alors, moi, ça m'inquiète un peu, Gaston, surtout que je suis peintre et poète. Quand l'IA traduit de la poésie, ça donne rien, hein, il faut tout reprendre. Et pour la peinture, c'est inquiétant. Il y a un DALI, il y a un système qui s'appelle DALI, donc qui dessine très bien et on fait dessiner à l'IA. Et mon dernier livre, le graphiste, la personne qui a fait tout le design, a travaillé avec l'IA et ça m'a bluffé. Je me suis mis à pleurer. Les dessins étaient tellement forts et tellement évocateurs que comme a fait Florent en écoutant René, moi je me suis mis à pleurer. Et j'ai donc un bouquin illustré par l'IA. Et j'ai accepté le défi de ce jeune qui a réagi à mon texte, qui est un texte poétique, et qui a fait dessiner une machine au point que les dessins nous meuvent, quoi. Hein. Donc, je suis pas contre l'utilisation, mais je disais, il faut peut-être une pédagogie, un PAIDOS, pour, pour que ce miroir ne nous capture pas comme Narcisse a été capturé par son image. Voilà ce que j'ai dit en gros quand tu n'étais pas là. Il y a peut-être aussi quelque chose de... Parce que déjà qu'on s'achemine vers la fin, là, Florent, hein, parce que je vois Oui, l'horloge qui défile là, sur 4 absolument. minutes. Oui. Par rapport à l'objet que Marionna évoque, le phoque, oui, c'était un phoque, hein, c'est ça, Il s'appelle Oui, Faro. mécanique, Paro, pardon. Et il coûte 6 000 euros. coûte 6 000 euros. Bon, bon. Ça, ça pose aussi la question, un peu des questions civilisationnelles aussi. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de cet auteur japonais qui a eu un grand succès qui s'appelle Clara. Clara, c'est un robot en fait qui vit avec une petite fille
à qui on l'offre à une petite fille quand elle est petite, et puis bon, bah, la petite fille grandit et ses relations au robot affectives se transforment. Jusqu'au moment où il va falloir se séparer de Clara, en fait, la mettre à la poubelle, en quelque sorte. Et tout est vu par les yeux de Clara, du robot. Hein, l'auteur imagine que le robot a une sensibilité qui lui permet de comprendre sa situation émotionnelle. Mais ça a été écrit, je crois, par un auteur japonais, où le rapport animiste à l'objet n'a rien à voir avec le nôtre, quoi. Pour les Japonais, paraît-il, dans la culture japonaise, bon, c'est tout à fait naturel d'avoir des robots à la maison. Voilà, c'est pas gênant, c'est comme ça. Pareil, Voilà. il paraît même dans Ça les... fait vraiment partie. Oui, oui, Pardon? dans les hôtels. Dans les hôtels, Oui. ils arrivent, ils apportent le linge, tu vois plus quelqu'un, tu vois les robots en fait. Ouais. Oui, il y a une question de rapport à l'inanimé, en fait. Enfin, là, de l'animé, effectivement, au non biologique, qui est tout à fait singulier dans d'autres civilisations qui, nous échappent en grande partie. Quoique, on a aussi des relations fortes avec les animaux, mais c'est du biologique, l'animal aussi, bien entendu. Mais aussi avec des arbres. Et là, c'est pas tout à fait la même chose, hein. On commence vraiment à explorer, du point de vue de la recherche, la relation de l'humain à l'arbre, hein, ou à l'objet, l'objet naturel inanimé, le rocher, le sable, des choses comme ça. Donc, il n'est pas interdit de penser qu'à l'avenir, si l'IA continue son développement, on ne sait pas comment ça va se jouer, eh bien, il y a une espèce de nouvelle culture qui se développe par rapport à cela. Hein. Et ça ferait aussi partie de la noosphère, hein, comme l'ont souligné, pardon, Gaston et puis Pasquier, et de notre environnement aussi, de notre environnement, donc aussi éco-formation du coup, avec ce type d'objet tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Moi, je trouve aussi que c'est bourré de dangers, ces affaires de l'IA, y compris sur le plan guerrier, hein, naturellement. Ouais. Mais, Je voulais les robots tueurs, hein, les robots oui, tueurs, oui, Christian. oui, oui, tout à fait, absolument. Donc, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que les humains que nous sommes, là, après 300 000 ans d'existence de l'Homo sapiens, on a une chance extraordinaire de vivre ce moment-là. Mais en même temps, il s'agit de ne pas se tromper, quoi. Comme on est pris dans ce mouvement, il s'agit sur le plan de la pédagogie générale vis-à-vis de l'humain, de savoir, de bien réfléchir nos coups, hein, en quelque sorte. Nos coups dans les deux sens du terme, faire un coup, et puis les coups que ça représente philosophiquement, essentiellement pour l'humain. Voilà, mais bon, que de travail, mais je trouve ça exaltant, vraiment, vraiment exaltant. Mais en même temps, si on me disait demain l'IA n'existe plus, je crois que j'en serais pas plus malheureux, quoi. Voilà. Oui. Non, mais ça nous oblige à vraiment à une nouvelle théorisation de la formation continue Ah oui. entre nous, avec les autres, par expérience et par réflexion, quoi, hein. Donc, et c'est là que enfin, que ça interroge nos pouvoirs, nos conceptualisations actuelles. Et puis là, je pensais, on revient en Empédocle, avec la théorie cosmogonique, là, tout se joue entre amour et haine, quoi, hein. Tous ces éléments-là, euh, ils sont tendus entre des amours reliants ou des haines fracassantes, quoi, hein. Donc, je pense que ça, pour moi, euh, c'est travaillable uniquement en élargissant nos cadres conceptuels, bon, à l'ampleur des phénomènes, quoi, hein. Je dirais amour, haine et réparation, comme Mélanie Klein. Amour, haine et réparation. Parce que quelque part, on est en train de
restituer une vie, une seconde vie, comme dirait Artaud, un second souffle à René Barbier par tout ce qu'on était en train de mouvoir de sa pensée, de ses contenus, de ses poèmes, et s'il était là, qu'est-ce qu'il aurait dit et comment il aurait pensé. Donc, oui, il y a la dialectique d'amour et de haine, mais je pense que l'humain, il apporte la réparation, comme dit Mélanie Klein. C'est-à-dire qu'il apporte, il restitue quelque chose de l'ordre de l'indicible, mais de la tendresse. Tu as dit, j'ai retrouvé dans le texte, Gaston, la même tendresse que René avait pour moi quand il a fait sa première recension. Ça ressuscite la vie de René quand on prolonge son esprit et sa pensée, quoi. Donc, il y a, moi, je pense que j'irai jusque-là. C'est à Salvador de Bahia l'année dernière avec Christine Delory que le concept de résurrection est arrivé, quoi. C'est-à-dire dans le sens au présent. La résurrection n'est pas forcément du passé, mais s'il y a eu un ressuscité, il doit continuer d'être suscitant, quoi. Il participe présent, quoi. Et je pense que ça prolonge la vie spirituelle de quelqu'un, quoi, de René, qui existe d'une autre façon maintenant que lorsqu'il était avec nous de ce côté-ci. Et ce qui vaut naturellement pour n'importe quel autre penseur, hein, des temps passés. Absolument. On peut ressusciter Descartes, si c'est souhaitable, je ne sais pas, mais on peut ressusciter Platon, tous ceux dont on possède des écrits, et maintenant des Exactement. images pour le XXe siècle. Et ça, avec les moyens, l'algorithmisation, là, il ressuscite de mieux que nous, on peut le faire, à mon avis. Ouais. Et c'est vrai que la prochaine étape, oui, bon, allez, un petit mot de la fin. Les étapes suivantes entre les hologrammes, les robots autonomes dans lesquels on va pouvoir faire tenir des IA pour les rendre autonomes non seulement fonctionnellement, mais également cognitivement dans une certaine mesure. Ce rapport à la nature hein, qui a été évoqué tout à l'heure, que ce soit la nature dite inerte, animale et jusqu'à la vie de l'esprit, là où partout elle peut se trouver, pourquoi pas dans un arbre également. Bon, je trouve que bon, ça nous amène un peu vers l'éducation environnementale. Nous avons là de belles pistes à investiguer pour le choix d'une prochaine thématique. En tout cas, j'ai trouvé cette séance totalement. Gaston, je te remercie mon nom et bien sûr ensuite de Christian d'avoir été parmi nous, malgré tous les avatars, pour reprendre un terme polysémique, qui ont pu animer depuis le tout début jusqu'à la quasi-fin cette séance, ma foi, bien mouvementée, et qui en cela, bah, écoute, reflète bien que la part de l'humain, elle est irréductible et on ne pourra pas s'en passer. Voilà, moi j'ai envie de terminer comme ça. Merci énormément. Christian, je te laisse clore cette fin d'année en attendant qu'on se retrouve en 2026. Non, je pourrais pas clore mieux que tu l'as fait. Donc on en reste là. Pas. Mais effectivement, là, j'ai l'impression qu'on a soulevé beaucoup de lièvres. Oui. Beaucoup de lièvres là qui mériteraient d'être poursuivis. Eh bien, on va y réfléchir pour les attraper par la queue en 2026. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Gaston. Salut. À bientôt. Ciao.
À une prochaine. Alors, L'épiphanie. je ne sais pas comment je sors. À bientôt. Hop, hop, hop.